Bonsoir tout le monde, je suis de retour. On va vous présenter la dernière partie de cette soirée sur comment mettre du deep learning sur votre smartphone et faire chauffer les neurones de votre smartphone. L'idée derrière ça, c'est comment est-ce qu'on est capable de mettre de l'intelligence sur vos devices sans faire appel à des plateformes cloud, etc. Et donc, on va montrer comment on a lié un peu nos deux mondes. Moi, je suis data scientist et Kian est développeur Android. Comment on a arrangé un peu ces deux mondes qui, au départ, sont un petit peu éloignés pour finalement arriver à un produit qui soit assez innovant. Ouais. Je m'excuse en avance parce qu'on a oublié de changer la date. Ah ouais. Donc en fait, je pense que vous avez remarqué, c'est une image de Deep Dream. Donc on l'a généré avec un filtre un peu intéressant. Avant de commencer à parler ce qu'on a fait, en utilisant les technologies TensorFlow, je vais commencer par introduire un peu le concept on-device intelligence. Donc qu'est-ce que c'est on-device intelligence? Vous avez sûrement déjà remarqué en utilisant par exemple l'appli comme Inbox ou des wearables Android Wear. Parfois, ils te proposent des réponses par rapport à le message que tu as reçu. Donc en fait, tout ça, c'est grâce à un modèle de conversation très léger qui est déjà embarqué sur les OS. Tout ça, ces fonctions sont réseau offline directement par rapport à le contenu reçu. Et l'année dernière, pendant le WWDC, Apple a du coup officialisé ce concept en device intelligence. Ils ont introduit toutes les capacités de machine learning dans leur OS. Donc en fait, par exemple, dans le photo, le OS est capable de classifier les photos, par exemple, selon les visages ou par rapport à le thème d'activity. Et ça devient un concept assez courant. Et tout ça, c'est grâce à le développement du hardware depuis ces dernières années. Et donc, on dira le loi de Moore. Elle continue à prédire ce qu'on a vécu depuis toutes ces années. Mais il y a toujours des gens qui disent que la loi de Moore va bientôt mourir, va plus marcher. Mais il y a le CEO de Intel qui a annoncé que Intel va continuer à sortir des processeurs plus petits. Donc, le prochain, ça sera le 10 nanomètres et après 7 nanomètres. Donc, en fait, on est toujours en train de suivre cette trajectoire d'avoir des hardware plus en plus puissants. Et tout ça, ça nous permet d'avoir des capacités de calculation sur des devices et qui nous permet enfin de faire des machine learning en device. Récemment, il y a Samsung qui a annoncé S8. Je pense que vous avez tous entendu parler. Donc S8 a utilisé un processeur de Qualcomm. C'est un Snapdragon 835. Donc en fait, ce processeur a intégré plusieurs choses différentes. Par exemple, il y a le GPU. Et il y a aussi un processeur, ça s'appelle DSP, donc c'est Digital Signal Processing. TensorFlow justement est optimisé pour ces GPU et ce DSP. Donc en fait TensorFlow marche beaucoup plus rapide. Ici c'est un petit benchmark qu'ils ont fait par rapport à un modèle de Google. Donc c'est 8 fois plus rapide sur DSP par rapport à CPU normal. En termes d'efficacité et énergie, c'est aussi plus performant. En petite benchmark qu'on a vu sur des revues. Donc en fait, en termes de temps pour reconnaître cet objet, il est à peu près 15 fois plus rapide par rapport à running sur un CPU. Donc DSP, on dira, c'est un peu le prochain hardware qu'on peut avoir pour faire fonctionner tous ces algorithmes. Et pour conclure, tout ça, c'est un peu pour rendre notre device mobile plus intelligent. Permet ces devices mobiles de pouvoir percevoir le monde physique avec une manière plus efficace. C'est un peu donner des yeux et des oreilles à notre device mobile. Donc avec tous ces buts, toutes ces réflexions en tête, on a envie de jouer un peu avec des technologies existantes, TensorFlow justement, et aussi avec un device smartphone. Donc projet Magritte est né par cette réflexion. C'est une application mobile pour un but un peu éducatif. Qui permet aux gens de prendre la langue avec la reconnaissance des objets et grâce à la technologie Deep Learning. Donc cette application est composée par plusieurs écrans. Le premier écran, c'est l'écran d'accueil. Donc on a mis notre hommage à René Magritte. Ceci n'est pas une pomme. Deuxième écran, c'est pour choisir la langue que tu vas apprendre. Donc on a listé français, chinois et italien. Troisième écran, c'est une fois que tu as choisi la langue que tu vas apprendre, tu vas arriver sur l'écran de niveau. En gros, ici, normalement, le niveau est bloqué. Il faut que tu débloques tous les objets. Dans le niveau 1, par exemple, c'est le niveau fruit.
Et pour pouvoir débloquer le niveau 2, c'est le niveau légumes. Pourquoi on a choisi fruits et légumes? Parce que c'est des objets quotidiens. Et souvent, par exemple, quand on voyage à l'étranger, on a du mal à parler même des objets le plus simples. Par exemple, pomme. Je pense que vous ne savez pas comment dire pomme en chinois. C'est pas grave. Tout à l'heure, on va vous montrer comment ça marche. Donc, je laisse Johan prendre la parole. Et du coup, avant de construire cette application Wutambou, le début de la conversation, c'était avec Xebia, on est organisé ce qu'on appelle des fondations, ou plutôt organisé par appétence technique. Donc, on a la fondation mobile, on a la fondation data, on a d'autres fondations. Et finalement, on s'est dit, il y a peut-être des sujets qu'il faut qu'on traite ensemble. Nous, on est plutôt fort sur la partie deep learning, la partie machine learning, modélisation. Par contre, où est-ce qu'on va mettre ça, où est-ce qu'on va l'utiliser? C'est là qu'en fait la force du développement mobile, Android, iOS, et on va s'arrêter là, pourrait nous aider. Et du coup, on s'est organisé, on s'est réunis un mercredi soir. L'objectif, c'était, vous me voyez là, je suis en train de présenter c'est quoi TensorFlow à toute la fondation data et mobile. Pendant qu'ils buvaient sereinement. Et derrière, l'objectif, c'était de builder la première démo de TensorFlow. Donc, on parle beaucoup de TensorFlow. Juste un petit feedback rapide. TensorFlow, c'est un outil open source, un framework optimisé pour la partie machine learning et surtout deep learning. Ça a été open sourcé par Google en novembre 2015. Et la discussion qu'on a eue sur la fondation, ça commence à dater de l'été dernier, donc juillet 2016. Donc on était sur les premières versions de TensorFlow. Mais l'avantage de ce framework, c'est son support. On a une documentation extrêmement fournie. C'est la librairie à part entière qui nous permet de concilier le monde de la recherche et le monde du développement, de la mise en production de systèmes intelligents. Donc on va se baser sur ce framework, il y en a d'autres, pour builder déjà des démos, des applications qui existent déjà pour tester et benchmarker ces choses-là. Et ensuite, créer nos propres applications. Donc pendant cette soirée-là, on a récupéré l'exemple de TensorFlow pour Android. Donc en fait, on a passé à peu près une demi-heure et compilé ce projet avec un outil qui s'appelle Bazel. Donc Bazel, c'est un outil de build un peu fait maison chez Google. Parce qu'à la base, je pense que si vous connaissez un tout petit peu d'Android, on utilisait Gradle pour builder. Donc là, ce soir, je passais 25 minutes à peu près juste pour chauffer mon Mac. Et enfin, j'ai réussi à faire marcher la démo sur mon device qui est un Nexus 5X. Donc avec Nexus 5X, on a réussi à reconnaître des objets. Par exemple, une bouteille de bière et aussi des joysticks. Ce sont des objets courants qui traînent un peu au studio en bas. Et on était agréablement surpris par le fait que ça marche rapidement. C'est quasiment instantané avec peu de latence. Et c'est un Inception sans cache. Donc c'est une modèle qui est beaucoup utilisée par Google. Donc on s'est dit, c'est trop cool. Moi, je suis complètement noob sur Deep Learning, je connais rien du tout. J'ai entendu TensorFlow pour la première fois, je me suis dit, ça doit être cool. C'est des réseaux neuronaux qui nous permettent de faire plein de choses. Et je me suis dit, ça va nous permettre de connaître tous les objets possibles. J'étais tellement excitée par cette idée, je commençais à me lancer dans la recherche. Sauf que j'étais tellement déçue que je trouve aucun modèle qui me permet de faire la reconnaissance. Du coup, à ce moment-là, je sollicite à Johan. Et du coup, là, en fait, c'est le moment où j'explique à Étienne qu'il n'y a pas des modèles pour tout et que ces modèles-là, il faut les entraîner d'abord. Donc, avant de commencer à parler d'entraînement de modèles, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, un réseau de neurones. Un réseau de neurones, qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est cette architecture-là. La couche d'entrée, ça va être les pixels de ton image. Ensuite, on va avoir des couches intermédiaires qui vont nous permettre de représenter la complexité de notre espace, de calculer ce qu'on appelle des features latentes, donc qu'est-ce qui va représenter d'un point de vue spatial mes données. Et ensuite, une dernière couche qu'on appelle couche de sortie, qui va avoir finalement autant de neurones que de classes que je vais chercher à prédire. Donc, je suis dans un problème de classification. Je veux par exemple distinguer entre deux catégories, pommes et bananes. Pour pouvoir faire cette prédiction, je vais prendre l'image de ma pomme, prendre tous ces pixels, appliquer les différents poids qui vont me permettre de passer des pixels aux couches cachées, puis encore une fois des multiplications par des poids pour passer à mes couches de sortie. Ces poids, ça va représenter en gros à quel point c'est important d'avoir telle intensité dans ce pixel-là. Donc là, je traverse mon réseau de neurones, ça me donne une probabilité, et si il est performant,
la probabilité est censée être forte pour le fruit qui a été reconnu. Par contre, là, le réseau de neurones, il a déjà été entraîné, c'est-à-dire que les poids sont déjà calculés pour vous, et donc on peut faire cette prédiction. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que j'entraîne un modèle? Comment est-ce que je peux l'appliquer à mes nouveaux cas de figure? Donc on va réfléchir un petit peu. Finalement, pour entraîner un réseau de neurones, on va utiliser la même architecture, ça c'est mon architecture cible, mais sauf que les poids, je vais les initialiser de manière complètement aléatoire. Et donc au début, quand je vais prendre une image, je vais lui faire traverser mon réseau de neurones, comme s'il connaissait déjà la vérité absolue, et donc ça va me donner des probabilités. Sauf que ces probabilités, elles vont être complètement décorrélées de la réalité. Je vais prédire par exemple que c'est plus une banane qu'une pomme, parce que en fait mon réseau de neurones n'y connaît absolument rien. Sauf que moi j'ai l'information dans ma phase d'entraînement que ça, c'est une pomme. Du coup, je vais prendre les erreurs que j'ai faites. À partir de ces erreurs, si l'erreur est très importante, je vais mettre à jour mes poids de manière rétrograde. Donc de la partie output jusqu'à la partie input. Et donc je vais mettre à jour mes poids au fur et à mesure en fonction des erreurs que je réalise pendant mon entraînement. Et donc ensuite, dès que j'ai une nouvelle image, je fais reparcourir mon réseau de neurones comme si c'était la vérité absolue. J'ai des nouvelles probabilités. Et au fur et à mesure, je vais converger vers les probabilités qui vont coller aux vraies classes. C'est comme ça que je vais entraîner mon réseau de neurones et c'est comme ça, Kian, qu'on va pouvoir avoir nos propres modèles sur nos propres use cases. Alors, en fait, là, ce que je t'ai présenté, c'est un réseau de neurones tout bête. Finalement, le modèle Inception que tu as vu, ça ressemble plutôt à ça. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long à entraîner. Par contre, c'est très performant. Nous, on ne peut pas l'utiliser tel quel sur nos Mac. Il nous faudrait des journées entières pour l'entraîner. L'avantage, c'est qu'en fait, ces modèles ont déjà été entraînés par Google, notamment, spécifiquement pour une classification sur un millier de classes différentes d'images. Tout ce qu'on peut faire, c'est récupérer cette architecture, considérer qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait pour optimiser ces étapes intermédiaires, et nous, on va le spécialiser pour notre tâche à nous, qui va être la reconnaissance de fruits. Donc, ce qu'on va faire, c'est toutes ces étapes intermédiaires, je vais les garder telles quelles, et je vais uniquement mettre à jour les poids de la dernière étape qui vont me permettre de dire bah là c'est ce qu'on appelle mon tenseur d'entrée, j'ai parcouru tout mon réseau de neurones et je vais uniquement spécialiser la dernière étape qui va dire tu prends toutes les features que tu as calculées dans ton modèle, tu les combines tous et tu vas me prédire les probabilités uniquement pour les classes qui m'intéressent. Et ça c'est ce qu'on appelle le transfer learning. Donc allez, un petit peu de code. TensorFlow, ça ressemble à ça, les lignes de code. Finalement, qu'est-ce que je veux faire? Cette dernière couche, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Soit un réseau de neurones simple, soit un réseau de neurones avec une couche cachée. Ici, c'est avec une couche cachée intermédiaire. Je prends en entrée, bottleneck tensor, c'est quoi? C'est le tenseur, la matrice qui va représenter mes données une fois que j'ai parcouru mon réseau de neurones jusqu'à l'avant-dernière étape. Ça, c'est mon point d'entrée. Ensuite, je vais les définir. Et ton étape intermédiaire, ça va être cette couche cachée, je vais définir mes poids. Par exemple, je vais avoir 500 neurones dans la couche intermédiaire. Je vais les initialiser avec des valeurs aléatoires. Et ensuite, je vais appliquer aussi une matrice qu'on appelle de biais pour représenter les effets un peu non linéaires et non directement liés à mon output. Et voilà, ça c'est mon étape intermédiaire. Ensuite, je peux concaténer une dernière étape qui va prendre ces 500 neurones et appliquer autant de classes qu'il y a de sorties, donc de classes à prédire. Donc ça, c'est mon final training ops. J'initialise de la même manière mes matrices de poids, mes biais, et ensuite je fais juste la multiplication matricielle entre la sortie, ma dernière étape, et ma nouvelle matrice de poids pour finalement calculer ma couche de sortie. Ça, en fait, finalement, TensorFlow, quand on est au bas niveau, c'est des multiplications matricielles, des produits matriciels. On peut le recoder facilement. Si je veux ajouter une autre étape intermédiaire, j'ai juste à me rajouter une nouvelle matrice de poids que je peux remultiplier. Il faut juste faire attention aux dimensions qu'il y a à matcher. Et donc du coup, voilà, je suis content. Je peux fournir à Tian un modèle que je sauvegarde, que je sérialise, et lui fournir ce résultat pour qu'elle donne à la démo. Donc ce que Johan a fait, c'est qu'il a récupéré des images de Imaginite, et donc il a entraîné des fruits. Il m'a filé le modèle pour un photobooth et le label DEX. Donc j'étais content. Je l'ai embarqué dans l'exemple que vous avez vu tout à l'heure. Mais tout de suite, j'ai une action. Il y a un bug. Mais qu'est-ce que c'est, Johan, ce bug en cette partie de l'opération? Alors je vais faire comme si je savais dès le départ, mais on a un peu galéré. En fait, le problème, quand on sauvegarde le modèle, TensorFlow, ça fonctionne sous forme de graphe, un graphe d'exécution. Ce graphe, en fait, je vais lui dire
tu vas m'exécuter, tu vas prendre en entrée ces différents pixels, tu vas appliquer ces transformations. Mais j'ai besoin d'autre chose pour entraîner mon modèle. J'ai besoin de savoir quelle est ma stratégie de mise à jour des poids. J'ai besoin de savoir comment calculer les métriques qui vont me permettre de dire cette erreur, elle est importante et donc mettre à jour de manière un peu plus grande mes poids. Sauf que ces opérations-là, une fois que mon modèle est entraîné, j'en ai plus besoin. J'ai juste besoin de ce qu'on appelle la partie d'inférence. C'est je prends mon image et je lui fais traverser le réseau de neurones et je donne les couches de sortie. Et finalement, ces différentes opérations vont un peu interférer avec ce qu'on est capable de faire sur le device. Et donc, ce qu'on va faire, c'est les enlever complètement de notre modèle. Donc, je vais supprimer ces différentes étapes. Vas-y. Dans mon code, ça, c'était mon graphe initial qui a été serialisé. Ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle optimiser pour l'inférence, c'est-à-dire je vais enlever toutes les étapes d'entraînement, de calcul de métriques, pour uniquement garder l'étape d'inférence qui m'intéresse. Donc, je vais les dire, ton point d'entrée, c'est le tenseur qu'on va appeler mul, pour la multiplication matricielle, et le tenseur de sortie, c'est final result, c'est ce qui va nous donner les probabilités. TensorFlow, vu que ça fonctionne sous forme de graphe, il va savoir que pour passer de cette étape-là à l'étape finale, il me faut toutes ces opérations-là pour faire les calculs. Et donc, il va uniquement garder ces opérations, et tout le reste, il va les dropper. Donc, une fois c'est fait... Ouais, une fois que c'est fait, en fait, on a commencé à se dire, bon là, je vous montrais une étape, mais on a enchaîné plusieurs. Je me dis, ça n'a pas l'air si compliqué que ça de faire l'Android, je vais m'y mettre par moi-même. Bon, finalement, j'ai commencé, je me dis, ça va être cool. Et là, je réalise que pour activer le mode développeur de mon device Android, je dois appuyer 7 fois comme un débile pour activer ce mode développeur. Je me dis, mais ils sont fous ces développeurs Android. Et je me dis que le chemin est encore très très long à parcourir pour que je puisse vraiment développer ma propre application. Et donc, je reviens vers Tian pour mettre ça en place avec moi. Donc voilà, je reprends le travail de développer l'appli. Cette fois, j'ai décidé de faire une appli standalone. Ça veut dire qu'on va dégager toutes les codes exemples. On va commencer à faire une appli vraiment à nous. Donc ce qu'on a à faire, c'est on arrête avec Bazel parce que chaque fois, si ça prend 20 minutes à builder, on va finir par être très très mal. Donc ce que je fais, c'est je récupère des libs de TensorFlow générés sur leur Jenkins. Donc ça s'appelle Nightly Build et généré tous les soirs. Donc c'est des libs statiques que je peux introduire directement dans mon projet Android. Ce que je dois faire, c'est juste déclarer ça dans mon fichier Gradle. Donc en fait, quand je buildais mon appli Android, il sait où chercher des informations par rapport à TensorFlow. Donc il y a deux parties qu'on utilise, c'est la partie statique, donc c'est à partir de TensorFlow en C++. La deuxième partie, c'est l'enrobage Java, donc ça nous permet d'appeler l'API de TensorFlow via la couche Java. Donc une fois on a ça, donc on a toutes les dépendances TensorFlow. Je buildais l'appli pour la première fois, donc l'appli il pèse 80 mégas. Je me suis dit, c'est très lourd, la taille compte pour une appli en mobile. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est la première fois qu'on me demande de réduire la taille. Et d'habitude, sur la partie machine learning, en fait, on s'en fout de la taille d'un modèle. Donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose de performant qui soit déployable en production et que je puisse appeler de manière simple. Bon, ça a l'air d'être important sur la partie Android. Donc, on va essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux réduire la taille de mon modèle. Déjà, qu'est-ce qui va faire que mon modèle il a une taille importante? Si vous vous rappelez de l'architecture de réseau de neurones qui est ici, qu'est-ce qu'on va faire pour serialiser le modèle? C'est-à-dire qu'on va sauvegarder chacun des poids de chacune des opérations. Donc, toutes ces multiplications matricielles, je peux sauvegarder plusieurs millions de paramètres pour pouvoir calculer étape par étape et arriver jusqu'à ma prédiction finale. Et ça, forcément, ça prend énormément de place. C'est ça qui fait que, stocké sous un format 64 bits, on atteint 80 mégas pour la taille de l'appli. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ça? Pour l'entraînement, j'ai besoin d'avoir une précision très importante pour calculer mes gradients, pour mettre à jour mes poids par la partie entraînement. Pour la partie prédiction, je n'ai pas forcément besoin de savoir que cette opération-là de mon tenseur doit être multipliée par 6,3726, etc. Jusqu'au millionième de précision. J'ai juste besoin de savoir que multiplié par 6,4, ça me suffit. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie quantification des différents poids. Ce que je vais faire, c'est approximer sur chacune de mes opérations les chiffres, les poids de mon algorithme. Et ça, en fait, rien que faisant quelque chose de simple comme ça, je réduis la taille de 4, je passe à 20 mégas, tout en gardant une précision qui a été très faiblement impactée. Donc moi, j'étais content. Donc je suis enfin lancé sur la construction de l'app avec un peu plus d'architecture. Donc pour vous montrer à peu près qu'est-ce qui se passe vraiment sous
sous le, je sais plus comment capot. dire. Ouais. Et donc en fait, l'appli Android, il y a deux parties en principal. Il y a la partie Java, il y a la partie NTK. NTK, c'est Native Developer Kit. Donc en fait, cette partie d'Android nous permet d'appeler les codes qui est écrit en C ou C++ directement. Donc ce que l'appli fait, c'est qu'il a un preview de caméra. Donc ce preview de caméra nous permet de récupérer justement l'image en face de l'appli. Et une fois on obtient ces images, on va passer le bitmap jusqu'à la couche GNI. GNI, ça veut dire Java Native Interface. Donc en fait, c'est assez compliqué chez Android pour faire des natifs. Donc une fois on passe l'image à ce niveau-là, on peut calculer notre input sensor. Donc grâce à ce input sensor, TensorFlow peut nous dire c'est quoi l'objet reconnu, donc avec une classification et aussi la confiance. Une fois on a ces résultats, on peut l'afficher sur l'appli directement, sur le UI, informer l'utilisateur quel est le résultat reconnu. Comment ça se passe exactement? Donc l'appli, par exemple, il y a un banane qui est en face. On va faire un centre crop des images. On va toujours centrer parce que pour avoir une meilleure reconnaissance. Et aussi, on va retailler les images. On va rendre l'image de la même taille que l'image utilisée pour entraîner le modèle. Comme ça, on peut vraiment obtenir la précision qu'on a besoin. Et aussi, le caméra d'Android utilisait le format YUV par défaut. Donc, on doit faire une conversion vers RGB. Donc, ça, c'est aussi une partie de code de notre appli Android. Et une fois on a toutes ces valeurs RGB, on peut vraiment calculer les valeurs de tenseur et puis passer dans la couche plus manuelle. Donc, à partir de cette étape-là, moi, je ne connais plus rien. Donc, ça, c'est la dernière chose que je peux faire. Après, ça dépend purement du modèle. Et enfin, on a connu des bananes dont on était content. Et à ce moment-là, je me suis dit, on va ajouter plus de modèles, plus des objets, rendre l'appli plus sympa. Donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'on a développé notre premier niveau d'application qui est la reconnaissance de fruits. Maintenant, si on veut avoir un deuxième niveau, le niveau légumes, qu'est-ce que je dois faire? Si je dois appliquer un nouveau modèle, entraîner un nouveau modèle spécifique pour les fruits, qu'est-ce que ça va impacter? Ça va être extrêmement conséquent de se rajouter un autre modèle, puisque si vous vous rappelez, je dois utiliser toute cette architecture-là pour reconnaître mes fruits. Si je dois avoir un deuxième niveau, en gros, j'ai multiplié la taille de mon application par 2, parce que je vais devoir regarder le graphe d'exécution pour obtenir mes prédictions. Bon, on va essayer de réfléchir un petit peu et de fonctionner de manière un peu plus intelligente. En fait, je vais toujours me servir de la même base de code, de la même base d'architecture de mon réseau de neurones, et toujours utiliser les mêmes poids d'entrée qui ont déjà été pré-entraînés par l'algorithme Inception. Et moi, ce que j'ai fait, c'est uniquement me spécialiser sur la dernière couche. Ce que je vais essayer de faire, c'est toujours garder cette même base de code et essayer de switcher de manière intelligente. Si je suis sur la partie fruits, d'aller uniquement piocher dans le tensor spécifique pour les prédictions des fruits. Si je suis sur la partie légumes, d'aller piocher dans le tensor spécifique pour la partie légumes. La petite particularité dans TensorFlow, c'est que pour sauvegarder notre modèle, je dois lui dire en gros, sauvegarde-moi le modèle pour avoir ce tenseur final result fruit. Je vais lui fournir, je vais lui dire, moi je veux que tu puisses me calculer les tenseurs fruits et le tenseur légumes. En faisant ça, on lui dit, en gros, reparcours-moi l'arbre dans l'autre sens pour arriver jusqu'à nos données d'entrée. Et donc là, on a réussi à garder les deux parties du graphe qui nous intéressent et à uniquement garder ce socle commun de mon algorithme. Et donc du coup, en fait, ce dernier tenseur, c'est une centaine, un millier maximum de paramètres, donc ça prend très très peu de place. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est sauvegarder un premier modèle qui va faire 20 mégas et ensuite me rajouter des différents niveaux. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir avoir des niveaux différents de mon application. Donc là, on a enfin pouvoir avoir 5 fruits et légumes par jour. Donc maintenant, c'est la démo time. Je vais lancer d'abord une vidéo. En attendant, je vais préparer la démo en live. Attends, comment ça marche? Ok, il faut que je clique. Ouais. Ok, donc pendant que Tian prépare la démo live, moi je vous fais la démo pré-calculée, donc j'ai pas trop de stress sur le résultat. Donc vous avez cliqué sur je veux reconnaître des fruits et ensuite vous avez des calques pour vous dire vous devez reconnaître ce fruit là et voilà, quand je passe sur la fraise, quand je passe sur la pomme, ça fait une petite pop-up qui va me faire apparaître ce calque pour me dire c'est bien, tu as reconnu ce fruit là. On n'a pas le son pour l'instant, mais en fait il va vous dire à l'oral dans la langue que vous avez choisie quel est le nom de ce fruit. Donc si vous avez décidé d'apprendre le chinois, il va vous dire ça c'était le nom de mon fruit en chinois. Et donc finalement ça me permet pour le niveau fruit, une fois que j'ai activé toutes les reconnaissances, de débloquer mon prochain niveau et d'apprendre des nouveaux mots
avec les légumes. Comment on passe à la prochaine slide? Tac, tac, tac. Next. Ok. Non. Donc maintenant, c'est le démo en live. Donc ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est mon écran Android. Oups. Il y a le mode qui tombe. Donc je vais mettre le mec à côté pour le moment. On va lancer l'appli. Donc vous allez voir, il y a 3 niveaux à choisir. Donc on va apprendre en chinois parce que je suis chinoise. Je suis un peu... On va essayer. Donc vous voyez, c'est le différent niveau. On va lancer le niveau... Le premier niveau est bloqué. Voilà, on va lancer le niveau fruit. C'est autorisé. Ça c'est juste de mon debug pour dire que... Du coup en fait, comme c'est la version debug, vous voyez, il y a la conférence qui sort. Pour l'instant, il ne connaît pas grand chose. On va passer le... Attends, on va juste ajouter un peu le view. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense qu'il y a un écran, une partie d'écran qui est coupée. Ah, il connaît déjà. Je pense que vous voyez. Attends, je vois si je peux réduire un peu la taille. Ouais, donc en fait, il y a un écran qui est un peu coupé en bas. En fait, si je vise le... Donc il a reconnaît banane avec à peu près 90% de confiance. Vous êtes obligé de la croire sur parole, hein, que ça veut dire banane. Et il y a la pomme. Voilà. Ça, c'est le, et donc c'est uniquement quand on dépasse un certain seuil de confiance que le son va se débloquer. Donc voilà, ça c'est... Du coup, il y a une partie text-to-speech Android qui est utilisée dans l'appli. On peut également faire d'autres langues si vous souhaitez après la présentation. On va continuer la présentation. Juste... Oups. Ok. Moi j'étais à San Francisco la semaine dernière pour le Google I.O. C'était très très cool. Donc en fait, il y a plein de nouveautés sur Google I.O. Ouais. Je reprends le micro. Une des nouveautés en fait que propose Google, qui ne date pas forcément que de la semaine dernière, c'est sa création de ses propres processing units. On a beaucoup parlé de CPU, GPU. Google, ils ont leur TPU, Tensor Processing Unit. En fait, ce sont des puces qui sont spécifiquement sizées pour les calculs, pour le deep learning, donc les produits matriciels. Et finalement, ils ont annoncé récemment qu'ils mettaient à disposition tout un cluster de TPU pour les top researchers pour finalement open sourcer différentes applications autour du deep learning. Il y a d'autres choses en fait qu'on va pouvoir faire, et ce seront nos next steps, pour réduire encore plus la taille de notre modèle. Nous, on est arrivé à la partie à peu près entre 20 et 23 mégas. Finalement, quand on change de format de sérialisation, quand on se met au format binaire, qui est plutôt du coup spécifique pour la lecture sur les smartphones, et d'un point de vue plus développement, on ne reconnaît plus rien, ça nous permet de réduire drastiquement encore la taille de notre réseau de neurones pour vraiment se contenter de l'essentiel qu'il y a à faire pour la partie prédiction. Donc ça, on espère y arriver un de ces jours. Et côté Android, ils ont enfin mettre TensorFlow dans le G-Center. Donc en fait, à la place de récupérer chaque fois le nightly build, je peux directement ajouter la ligne compile TensorFlow Android dans mon Gradle. Et tout ça, ça me permet d'utiliser TensorFlow directement. Donc ça change la vie pour un dev Android. Également, ils ont décidé d'ajouter un Neural Network API dans la Android directement. Donc ça va être natif à partir de normalement Android O. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils ont décidé d'enrober, Google ont décidé d'enrober toutes les parties accélération de hardware dans ces API. Donc en fait, en tant que développeur, on n'a plus besoin de gérer l'accélération nous-mêmes, parce que vous connaissez l'écosystème Android et c'est très varié. Il y a tellement de fabricateurs différents. Donc ils ont tous à peu près leur hardware différent. Donc grâce à cette couche, on va pouvoir vraiment juste coder la couche applicative et ne pas prendre la tête pour la couche par niveau. Également, au-dessous de Android Neural Network API, il y aura le TensorFlow Lite. Et ça sera le runtime optimisé pour mobile et justement des applis embarquées qui ont moins de puissance de calculation par rapport à desktop ou des grosses machines. Donc tout ça, quand j'ai écouté ces présentations, j'étais en mode on va essayer tout ça tout de suite. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous. Et donc finalement, pour nous, c'est quoi les grands next steps pour notre application Magritte? Je te laisse commencer. Premièrement,
pendant la conférence de Google Next, donc c'est une conférence spécialement Google Cloud en mois d'avril, ils ont annoncé pas mal de choses sur Cloud ML, donc c'est Cloud Machine Learning. Il y a quelqu'un qui a présenté la chaîne pour montrer comment, à partir de l'entraînement jusqu'à l'application. Donc en fait, ce qu'on aime bien essayer, c'est profiter de la puissance de Cloud et héberger notre modèle sur le Cloud et puis essayer de pouler juste le modèle directement depuis l'app à la place de chaque fois faire des imports manuellement. Et deuxièmement... Autre chose qui est encore à l'état de recherche aussi, c'est ce qu'on appelle le Federated Learning. Finalement, qu'est-ce qu'on a essayé de faire sur notre application? On a essayé d'embarquer un modèle de deep learning sur votre device. C'est-à-dire que du coup, vous n'avez plus besoin de faire appel à un modèle qui est sur le cloud, d'exporter vos données personnelles dans le cloud pour appliquer vos prédictions. Donc, vous pouvez vraiment faire sa reconnaissance tout en gardant votre privacy. Comment est-ce qu'on essaye de mettre à jour ce modèle, finalement, d'essayer de toujours rester up-to-date? L'idée du Federated Learning, c'est on va utiliser les modèles qui sont sur tous les devices des personnes qui ont l'application. Vous avez votre modèle qui est en local dans vos smartphones, vous avez vos propres données, et du coup vous allez appliquer l'algorithme, utiliser votre application, et ça va mettre à jour en local votre modèle. Vous avez essayé d'ajouter des incréments d'apprentissage à votre modèle dans votre propre smartphone. Ce qu'on va mettre à jour dans un modèle centralisé, cette fois dans le cloud, c'est uniquement les incréments dans la partie apprentissage du modèle. Vous n'allez pas exporter vos données, vous allez uniquement mettre à jour ces incréments dans les différents poids de votre réseau de neurones pour mettre à jour un modèle centralisé. Et tous les devices qui utilisent l'application vont au fur et à mesure mettre à jour cette appli, ce modèle centralisé. Et ensuite, dans des mises à jour de vos applications, vous allez profiter des mises à jour de votre smartphone, mais aussi de celles de tous les autres utilisateurs pour avoir un modèle beaucoup plus performant. Et donc cette idée-là, c'est quelque chose qu'on voudrait essayer de mettre en place pour profiter à la fois d'un aspect privacy de vos données, d'utiliser vos modèles en local, par contre de mettre à jour et de profiter de l'utilisation de plusieurs personnes pour mettre à jour les informations au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. On a un Git, repo Git et open source si ça vous intéresse. Voilà. Merci à tous.